messieurs, bonjour. Depuis toujours, la femme congolaise a toujours été au cœur de la vie sociale, économique, religieuse et pourquoi pas de la vie politique. Elle est souvent restée dans l'ombre, elle a pourtant joué un rôle déterminant dans la construction et même la survie de la nation congolaise. Aujourd'hui, Devoir de mémoire vous permettra justement de reconnaître son parcours, ses luttes et même ses contributions pour l'avancement de la République démocratique du Congo. Et pour en parler, nous avons sur ce plateau Madame Annie Modi qui est activiste de droits de femmes et des surcroît directrice exécutive de Afia Mama. Bonjour madame. Bonjour madame Mati et merci de m'avoir sur votre plateau. Bienvenue en tout cas dans ce plateau. Devoir de mémoire, c'est fait le plaisir de vous retrouver, de vous recevoir pour parler justement de la question de femmes. D'entrée de jeu, j'aimerais quand même savoir quelle est l'idée que vous avez aujourd'hui de la femme congolaise. Aujourd'hui, la femme congolaise, c'est une femme qui est d'abord assez bien protégée par le cadre légal. C'est une femme courageuse, c'est une femme résiliente, c'est une femme qui se bat, c'est une femme qui reste debout, qui soutient son foyer, qui maintient au fait l'unité de son foyer et qui contribue pour beaucoup au bien-être tant de la famille que de la société. Et c'est une femme qui est très active dans l'économie informelle dans notre pays, dans le réseau communautaire aussi. Cependant, c'est vrai qu'on va entrer en profondeur. Il reste encore beaucoup de domaines aussi ou beaucoup de défis qu'il faut surmonter pour que cette femme congolaise arrive pleinement à jouir des droits qui lui sont garantis dans notre cadre légal. Voilà. Quelle est alors la place qu'occupait la femme congolaise traditionnelle? Au fait, dans plusieurs ou dans nombreuses sociétés traditionnelles, les femmes occupaient vraiment les rôles centraux dans différentes sociétés de notre pays. Au sein, j'ai parlé des foyers tout à l'heure, mais aussi dans les communautés, parce que ces femmes étaient gardiennes des patrimoines, aussi bien des valeurs qui restent à un moment donné discutables, parce qu'avec l'évolution du droit, certaines pratiques qui étaient considérées comme des valeurs d'antan ne sont plus considérées de la même manière aujourd'hui, mais c'était aussi les porteuses des savoirs ancestraux. C'est important parce que les femmes étaient des paysannes, les femmes étaient des guérisseuses, mais les femmes en même temps contribuaient aussi beaucoup dans le bien-être. Elles avaient des rôles principale et importante dans l'économie informelle, je l'ai mentionné, dans la réponse humanitaire, c'était important lorsqu'il n'y avait pas de femmes. On sentait tout de suite qu'il y a des éléments qui manquaient. Cependant, dans des espaces publics et des espaces de prise de décision, leur représentation restait quand même minime, elle n'était pas loin, mais on doit quand même nuancer. Ce n'est pas toutes les sociétés traditionnelles qui reléguaient les femmes à des rôles de subalternes ou au second plan. Il y a quand même certaines sociétés qui valorisaient la position de leadership féminine. C'est important de les mentionner parce qu'assez souvent, on ne ressort pas le fait que ce n'est pas généralisé. C'est ainsi que nous avons dans notre histoire, dans l'histoire de la RDC, dans l'histoire de nos royaumes Congo, Lunda ou Kupan, quelques figures des femmes qui ont marqué l'histoire pour démontrer que ce ne sont pas toutes les communautés qui ont relégué les femmes au second plan. Le leadership de la femme a toujours été là et que certaines communautés l'ont reconnu et ont même capitalisé et ont bénéficié de cela. Voilà, puisque vous parlez justement des femmes qui étaient mises à l'avant dans certaines sociétés, dites-nous alors, quelles sont ces femmes qui ont marqué l'histoire de la République démocratique du Congo? Je vais commencer par Kim Pavita, qui pour nous c'est une héroïne. Moi j'aurais vraiment aimé avoir aussi Kim Pavita parmi les héros. La nation a
honorer deux hommes, et il y a des journées qui les célèbrent. Kim Pavita n'est pas aujourd'hui à présenter. Elle incarne ce leadership féminin d'antan. Elle incarne l'authenticité africaine, congolaise, du leadership féminin qui a remis en cause les statu quo, les leaderships féminins qui a défié au fait les normes établies, mais qui a aussi invité à une réflexion sur les relations de genre et les relations de pouvoir. Grâce à ce leadership porté et incarné par Kim Pavita, on a su donner de la valeur à ce qu'une femme pouvait posséder dans son cerveau, dans son caractère, dans ses compétences, au-delà des rôles reproductifs qu'a souvent représenté la femme dans nos sociétés traditionnelles. Peut-être que si on évolue un peu, on peut voir la femme comme Sophie Kanza, qui fut la première femme qui devient ministre dans notre pays. Nous avons un rite, par exemple, bien que c'est dans la communauté religieuse, mais défier les pouvoirs établis et accepter la mort plutôt qu'à céder sa dignité, à se plier devant ses propres principes. Voilà quelques exemples que j'ai pu donner jusque-là. Parce que si on veut rentrer jusqu'à l'époque contemporaine, maintenant, je ne vais même pas finaliser à citer les modèles des femmes que le temps de l'émission sera terminé. Voilà, on va prendre quand même une interview que nous avons pu réaliser avec Madame Karine Djoko, qui est professeure de l'université, professeure de chimie, de l'université de Lubumbashi, qui a bien voulu nous accorder cette interview. Elle répondait justement à la question de femmes, des personnages féminins qui ont marqué l'histoire. On va les suivre en images et on revient juste après. Le 17 mars exactement, il y a une femme congolaise qui s'appelle Akweti, qui a défendu une thèse de doctorat ici à l'université de Kinshasa sur les figures oubliées des femmes dans le LPR. Donc c'est intéressant parce que en plus, comme vous le savez, il y a Madame Dzouzi Catherine qui vient de décéder, paix à son âme, qui était une figure de ce mouvement politique. Donc c'est intéressant parce qu'elle parle elle-même de femmes oubliées. Et effectivement, elles sont oubliées. Nous avons des figures que nous pouvons citer comme Kim Pavita, je crois que c'est celle qui est la plus connue, qui représente une figure à la croisée de différentes sphères, c'est-à-dire la sphère spirituelle, la sphère sociale, mais aussi la sphère politique, parce que sa lutte était éminemment politique. Lorsqu'elle a été condamnée, c'était surtout parce que sa figure était visible, elle était indépendante, elle prenait trop de pouvoir en tant que femme. Donc c'est comme ça qu'elle a été condamnée. Mais sa figure est tout à fait intéressante parce que c'est une personne qui a incarné une vision. Elle a aussi incarné une figure féminine qui a eu le pouvoir de fédérer les hommes et les femmes et de les diriger. Donc il y a ces figures. Il y a d'autres figures, par exemple celles qui ont vécu la violence de la colonisation, c'est-à-dire par exemple Bouanika du Katanga. Il y a aussi Boali de l'Équateur. C'est une figure intéressante parce que sa voix n'a pas été retranscrite, mais en étant une résistante contre les violences de l'esclavage, de la colonisation, des violences sexuelles de l'esclavage, elle a permis aux organisations qui se battaient contre le régime de l'État indépendant du Congo d'avoir des arguments, parce qu'on a pu découvrir la violence de ce régime-là. Et c'est par Boali que le message est passé. Nous avons également des figures comme Sophie Kanza, qui est une pionnière, c'est-à-dire la première femme
universitaire congolaise. D'ailleurs, l'association des femmes universitaires du Congo se nomme le Cercle Sophie Kanza. Donc d'après Madame Kanza, qui était donc la première universitaire congolaise, ministre, et puis qui a reçu des fonctions au niveau de l'ONU. Donc elle a eu des fonctions très très importantes. Et elle a aussi redéfini un petit peu les choses en montrant que la politique ne pouvait pas se passer des femmes et que l'éducation était le point central pour les femmes d'accéder aussi au pouvoir. Et on peut aussi parler de Pauline Apango, qui est la femme qui est connue comme la femme de Lumumba, mais ce n'était pas seulement que la femme de Lumumba, c'était une battante, une femme très battante, qui a posé des actes extrêmement forts à un moment donné de l'histoire. C'est-à-dire qu'elle s'est rendue compte que l'éducation était importante pour les femmes. Parce que son mari, en étant au pouvoir, elle se rendait compte que tout ce monde intellectuel, éduqué, allait maintenant s'intéresser à des femmes éduquées également, ce qui allait mettre des femmes un petit peu moins dans la sphère de l'éducation de côté. Donc elle avait réuni des femmes et manifesté, même contre son mari, pour non seulement attirer le regard sur l'importance de l'éducation, mais aussi de donner la voix à celles qui n'étaient pas éduquées. Voilà, Madame Annie Modi, nous avons suivi Madame Karine Djoko qui a parcouru toutes ces femmes, les oubliées, hein, ces femmes oubliées qu'on doit nécessairement le faire revivre parce que l'histoire ne s'efface jamais, il faut absolument le faire revivre. Madame Annie, comment alors imaginez-vous l'évolution de la femme congolaise? Comment voyez-vous cela? A-t-elle évoluer, oui ou non? Mais je pense que l'évolution de la femme congolaise est marquée par une progression, je vais dire, très modérée, pour ne pas dire lente. Mais quand même, nous devons dire ici, ça je le souligne toujours, sur le plan normatif, la femme et la jeune femme congolaise, la fille congolaise, est parmi la mieux protégée au monde. Parce qu'aujourd'hui, chez nous en RDC, notre code de la famille a établi l'égalité pour l'âge du mariage. 18 ans pour les filles, 18 ans pour les garçons. Jusqu'en 2016, la fille pouvait être émancipée par les liens du mariage à 15 ans. Ce n'est plus le cas. Alors qu'on peut encore trouver dans certains pays occidentaux, aux États-Unis, quelques États qui ont encore le mariage précoce légal. Ici, en RDC aujourd'hui, en tant que femme, vous pouvez acheter la terre. Votre enfant peut hériter, peut acquérir la nationalité par sa mère. Il y a des nations, si une femme n'est pas mariée et qui a le malheur de faire un enfant avec un étranger, cet enfant n'a pas la nationalité de sa mère par la naissance. C'est pour dire que nous sommes assez bien protégés par notre cadre légal, même s'il y a quelques incohérences, quelques contradictions qui peuvent encore s'améliorer. Cependant, cette progression-là, on l'a quand même beaucoup remarqué aussi au niveau de l'éducation. Ça, c'est important de le souligner. La participation accrue à l'emploi décent, parce que avant, parmi les fonctionnaires publics, il n'y avait pas beaucoup de femmes. Il y avait beaucoup plus d'hommes. Les mamans étaient dans leur cuisine. On trouve les femmes dans l'économie informelle beaucoup plus. On dit que nos mamans tiennent nos foyers, mais elles tiennent nos foyers avec quoi? Avec un bassin de pain. Vous avez une maman qui a fait des décennies avec son bassin de pain, sa boîte de mwamba ou de margarine, et elle fait étudier ses enfants. Comme ça, vous trouvez plus d'enfants qui sont dans les mouvements associatifs aussi. Ça, on peut les reconnaître. Il y a beaucoup de femmes qui sont enseignantes. Il est quand même important de souligner qu'il y a quand même pas assez bonne progression au niveau des secteurs, des services de sécurité par exemple. En termes de statistiques, on n'a pas beaucoup de femmes qui montent en grade
ou en fonction dans les secteurs de sécurité, c'est important, dans les secteurs de l'économie formelle, où quand en plus on monte au niveau industriel, on a moins de femmes à ce niveau-là, et encore que même au niveau de la représentation dans les instances, évolution rapide avec les pouvoirs, les régimes en place ou cette république ici, parce que nous sommes quand même parvenus à dépasser la barre des 30% des femmes au niveau du gouvernement central. Mais il y a quand même un contraste, un paradoxe énorme, où vous avez des gouvernements provinciaux sans aucune femme, à commencer par le gouvernement provincial de Kinshasa. C'est choquant qu'un élément aussi notoire et inconstitutionnel soit osé de tout le monde, ça dérange personne. Les assemblées provinciales n'interpellent pas les gouverneurs qui... D'ailleurs, ils investissent ces gouvernements sans aucune femme, alors que c'est inconstitutionnel. Est-ce que c'est peut-être pas la faute, ne revient-il pas aussi aux femmes elles-mêmes qui ne s'investissent pas? Non, les femmes ne se nomment pas elles-mêmes, et les hommes qui sont dans ces gouvernements provinciaux ne se nomment pas eux-mêmes. Vous savez, on met beaucoup de responsabilités sur la femme, alors que la femme ne vit pas dans une vase close. Elle est dans une société. Quand on parle des postes nominatifs, ça ne peut pas être la faute des femmes. C'est la faute ou le manque de volonté politique de ceux qui choisissent qui nommer. Parce que ce ne sont pas les compétences qui manquent aujourd'hui. J'ai bien dit ici que l'évolution en termes de l'accès à l'éducation, l'accès à l'employabilité, aux compétences, n'est plus à démontrer, mais il manque souvent la volonté politique. Par exemple, on observe qu'il y a beaucoup de femmes dans les secteurs de la santé, par exemple, ou dans l'entrepreneuriat. Mais qu'est-ce qui manquerait à une femme qui gère une entreprise d'être nommée ministre? Parce que si on peut gérer une entreprise privée ou même une association communautaire, mais les principes de gestion sont les mêmes. On planifie, on va affecter les ressources, on va superviser. Après, il faut faire le suivi et faire son rapport. Donc moi, j'ai dit qu'il n'y a pas de responsabilité des femmes à ce qu'elles soient moins représentées ou même absentes dans le gouvernement provincial. Je fustige cela. Et d'ailleurs, pendant notre mois de mars, j'interpelle les gouvernements provinciaux de toutes les provinces qui ont des gouvernements sans aucune femme. Ils doivent interpeller ces gouverneurs-là parce qu'ils ne sont pas en train de respecter la Constitution de la République. Vous savez que l'article 14 est aussi important que l'article 220 ou l'article 64 de la Constitution. Ça veut dire que la parité qui est consacrée dans l'article 14 de la Constitution, qui est après renforcée dans la loi portant modalité de mise en œuvre des droits de la femme et de la parité, n'est pas respectée et que ça gêne personne. L'impunité, c'est ça aussi qu'il faut pointer du doigt. Parce que si un gouverneur n'est pas interpellé, il y en aura 2 autres, il y en aura 3 autres. Et puis sur le 26 provinces, vous pouvez avoir la moitié des provinces qui estiment que... Et d'ailleurs, on nous a donné un plafond. Il y a souvent une femme sur 10 ministres. Lorsqu'il y en a 2 ou 3, on nous demande même de célébrer. On célèbre quoi? Parce que la Constitution parle de la parité. Voilà, on va prendre quand même, on va compléter, prendre cet élément de complémentaire. Madame Karine Djoko, elle aussi a abondé pratiquement dans le même sens que vous. Surtout qu'elle est directrice du programme de bourse d'excellence BEBOUK, bourse d'excellence Brickman aux universités congolaises. Elle encadre quand même les filles, les femmes à devenir professeurs, cadres de société. On va quand même le suivre de l'autre côté et on va revenir juste après. Je pourrais dire que la femme a évolué, mais a-t-elle évolué pleinement, je dirais? Parce qu'en fin de compte, il y a une rupture dans la participation de la femme à la sphère économique, politique, éducationnelle et sociale.
Dans le Congo traditionnel, la femme avait une place. Elle avait des sphères de pouvoir, c'est-à-dire des sphères de pouvoir spirituelles, comme on l'a vu avec Kimpavita, des sphères économiques, aussi des sphères où elle exerçait un pouvoir social. Dans les lignages, nous avions les reines-mères, nous avions les prêtresses. Et puis en fait, la colonisation a réduit la femme, a réduit le pouvoir de la femme. Donc à partir de la colonisation, il y a eu un changement. C'est-à-dire le pouvoir de la femme a été en quelque sorte diminué. Donc, il y a eu l'évolution qui s'est faite avec des figures que j'ai citées, André Blouin, Sophie Kanza, Madame Zouzi, probablement les femmes du NPR, etc. Mais en même temps, ces figures sont quand même restées, à mon avis, exceptionnelles. Donc il n'y a pas eu de continuité. Donc il n'y a pas eu de transmission. Et aujourd'hui, ces femmes restent comme des icônes et des exceptions. Nous demandons en fait une plus grande participation des femmes. Il y a eu des mesures au Congo qui ont été faites pour la participation des femmes dans la Constitution. Il y a la légalité qui est inscrite dans la Constitution. Mais cette parité, elle est parlée, elle est discutée, mais elle n'est pas opérationnelle. Elle n'est pas opérationnelle, cette parité. Et en même temps, économiquement, la femme congolaise est quand même restée dans une sphère d'économie informelle. Donc beaucoup dans l'économie informelle. La femme rurale manque encore beaucoup d'éducation. Elle participe à l'agriculture, mais c'est encore une agriculture de survie et puis pas de génération de revenus. Au niveau politique, nous avons aujourd'hui en fait des femmes. Une femme à la tête du gouvernement congolais, c'est qui est une bonne chose, parce que c'est une représentation forte. Nous avons les femmes ministres qui sont là. Ça aussi, ce sont des représentations fortes. Mais d'autres femmes qui voudraient participer en fait à la sphère politique, elles se heurtent à une forme de verrou structurel des partis politiques. C'est-à-dire que pour participer dans la sphère politique, il faut quand même avoir l'aval des hommes. C'est-à-dire l'investiture se fait par la prise de décision des hommes. Oui. Et puis la politique est coûteuse. La politique est coûteuse. En RDC, ça coûte cher. Mais les femmes n'ont pas encore la capacité financière pour aussi participer à la politique. Et elles n'ont pas non plus accès en fait au financement informel. Donc c'est extrêmement difficile pour elles. Après, les lois qui existent, elles existent en RDC pour protéger les femmes. Mais ces lois ne sont pas appliquées. Donc là, vous voyez, ces évolutions sont extrêmement difficiles encore pour les femmes. Après, est-ce qu'il y a aussi la solidarité féminine qui s'exerce vraiment pour que justement les figures iconiques, très visibles, puissent emmener avec elles les autres femmes, oui, et qu'il y ait une continuité. Là aussi, l'évolution est extrêmement lente. Et puis, lorsqu'on rentre maintenant dans la sphère éducationnelle, là où tout se passe, à mon avis, il y a encore beaucoup de travail à faire. Vous voyez, moi, je vous ai cité notre programme d'excellence BBOOK. Là encore, il y a du travail. Il y a un travail, c'est un travail constant. Donc, les femmes ont besoin d'être éduquées, car en étant éduquées, elles peuvent aussi connaître leurs droits. Elles peuvent défendre leurs droits et puis être à la table de négociation pour pouvoir parler de ce qui les préoccupe.
se faire entendre et que les décisions soient prises. Voilà, de retour sur ce plateau, Madame Annick, peut-on dire que la femme congolaise participe aujourd'hui activement ou pleinement au développement du pays? Participe pleinement, je vais dire oui et non. Non, d'abord parce qu'on observe une participation dans des domaines vraiment sélectifs, une participation accrue. Dans l'éducation, par exemple, la femme participe beaucoup. Dans la santé, la femme participe beaucoup. Il y a beaucoup de femmes infirmières, sages-femmes. Il y en a même qui apprennent sur l'État et qui sauvent des vies. Dans l'entrepreneuriat, je l'ai mentionné ici, beaucoup de femmes dans l'informel. Je me suis toujours demandé comment elles font avec 1-2 sacs de makala, faire étudier les enfants, faire manger, assurer l'accès à l'éducation, la sécurité alimentaire et l'accès aux soins de santé. J'ai parlé des ONG, mais après, je vais dire non parce qu'il y a une sous-représentation qui demeure dans le poste de prise de décision. Alors que le développement inclusif, ça demande une participation égalitaire. Ceux qui ont voté ou adopté notre constitution, c'était des génies. Parce qu'ils savent qu'en tant que manager, moi je suis directrice d'une association, j'ai besoin de 100% de mes ressources humaines déployées pour atteindre les indicateurs que je me fixe. Mais je ne peux pas en même temps me tirer une balle dans les pieds, décider de fonctionner avec 50% de mes ressources humaines et m'attendre à avoir les 100% de mes indicateurs. Donc, j'ai dit non, les femmes participent pleinement et même à l'excès dans le domaine social, comme je l'ai mentionné, et humanitaire. Mais dans le domaine, dans l'espace civique, sécuritaire et dans l'économie formelle, il y a encore une sous-représentation qui demande vraiment beaucoup de volonté politique parce que, comme je l'ai dit, souvent nous avons vu que le président actuel, le président Tshisekedi, a poussé la volonté, par sa volonté politique. Nous avons une femme première ministre, nous avons dépassé les 30%. Maintenant, imaginez que si à chaque niveau de responsabilité des femmes et des hommes, parce que je vais nuancer ici, quand nous sommes en train de militer pour le respect des droits des femmes, ce n'est pas contre les hommes, parce qu'il y a aussi des femmes qui se considèrent comme gardiennes des valeurs patriarcales, qui, une fois nommées, ne trouvent pas la nécessité de faire monter d'autres femmes à l'échelle qu'elle a utilisée. Et puis, vous pouvez trouver aussi des hommes qui sont en train de reconnaître et de promouvoir les compétences féminines. C'est pour souligner ici que nous sommes en train de rechercher l'équilibre sociétal et les problèmes liés aux inégalités liées sur le genre, c'est un problème sociétal, ce n'est pas un problème des femmes contre les hommes ou des femmes seules. Voilà. Alors, quels sont alors les défis auxquels font face généralement la femme congolaise actuellement? Les défis sont énormes. J'ai commencé par les violences basées sur le genre. Tant dans des espaces familiaux que publics, il est important de souligner. Nous avons vu au moment du confinement combien il y a eu de violences sexuelles au sein des familles. Ce n'est pas que là où il y a la guerre. Au-delà des violences basées sur le genre, dans leur diversité, tout ce qui est harcèlement, tout ce qui est violence physique, coups et blessures, violence sexuelle, mariage forcé, on vous refuse au fait la mobilité, des choses comme ça. Il y a aussi l'autre défi qui est lié à la précarité. On dit même parfois, nous, dans l'activisme, que la pauvreté a un visage féminin, pour dire qu'on féminise beaucoup la pauvreté, parce qu'il y a des femmes qui n'ont pas accès et le contrôle des ressources. Il y a aussi beaucoup qui peuvent avoir accès, mais qui n'ont pas le contrôle. Il y a beaucoup de femmes qui perdent l'accès et le contrôle de leurs ressources. Mais justement parce que la femme en elle-même ne peut parfois pas
avoir les propres moyens de sa politique. C'est ça le problème. La question des fonds à se poser, c'est pourquoi est-ce que c'est majoritairement les femmes qui manquent les moyens de leur politique? C'est parce que les femmes n'ont pas les mêmes opportunités que les hommes. C'est parce que l'environnement ne sécurise pas, physiquement parlant, la femme pour qu'elle puisse s'épanouir comme il se doit. Aujourd'hui, nous pouvons même parler d'autres défis qui sont plutôt structurels. L'insécurité urbaine, par exemple. Ça, c'est un problème. Un homme va se dire qu'il peut se battre physiquement. Une femme, elle va se faire violer. Et pour garder sa dignité, qu'est-ce qu'elle fait? À 18h, quand les réunions politiques commencent, à 18h, lorsqu'il y a les dîners d'affaires et tout, elle doit rentrer pour sa sécurité. Ce qui fait qu'il y a ces éléments-là. La sécurité, ce n'est pas la femme qui doit l'assurer. Nous avons la police, nous avons le ministère de l'Intérieur. C'est à eux de garantir la sécurité de tous. Par exemple, vous voyez, il y a d'autres éléments, comme j'ai dit, qui relèvent des normes sociales. Il y a des femmes qui perdent leurs ressources parce qu'elle est devenue veuve et que la belle famille ou le plus fort viennent tout ravir, alors que les lois protègent les droits de cette veuve-là. Madame Annie, ne pensez-vous pas que cette question liée à l'épanouissement total ou à la participation pleine, l'émergence de la femme ne devrait pas faire débat d'abord dans les familles? Parce que les familles doivent sécuriser la jeune fille. D'abord la fille, la jeune fille, et puis la maman. Exact. Vous avez pleinement raison, c'est ce que j'ai dit. À chaque niveau, ça commence à la maison, effectivement. Comment est-ce que nous préparons, je ne parle pas de nous éduquons, parce que parfois on confond l'éducation à l'instruction. Comment est-ce que nous préparons les filles et les garçons à devenir des adultes utiles pour eux-mêmes et pour leur société? Ça part de là. Si une fille, vous ne lui donnez pas l'opportunité de suivre les informations, comment est-ce qu'elle va se dire qu'il y a Madame Mati à la télé qui parle, qui développe sur les questions liées à la participation des femmes dans la gouvernance? J'aimerais un jour être comme Madame Mati. Parce qu'elle, pendant ces moments, elle est dans la cuisine, elle doit préparer la table pour les autres. Et les hommes, les garçons par exemple, qui préparent les garçons à devenir des bons maris, compréhensifs? Non, les filles sont préparées à devenir des bonnes femmes. Mais les garçons sont préparés à être forts, les garçons sont préparés à pourvoir aux besoins de la famille. À être autoritaire. Oui, et à pourvoir aux besoins de la famille. Et quand, en fait, ils confondent même leur autorité à l'argent. Ils pensent que parce que j'ai payé la maison, j'ai acheté la nourriture, en fait, j'ai acheté le silence de la femme, j'ai tout acheté, elle ne peut plus rien dire. Du coup, quand cette femme peut gagner plus, nous avons aussi observé dans les associations que lorsqu'on a beaucoup parlé de l'émancipation, de l'autonomisation économique des femmes, il y a eu en même temps augmentation des violences domestiques. Parce qu'on n'a pas préparé aux garçons à devenir des bons maris. Ou peut-être qu'on ne comprend même pas aussi le sens de l'autonomisation de la femme. Non, tout part de la préparation. Parce que si un garçon est préparé à considérer sa femme comme une aide, c'est ce que dit la Bible, hein, pour ceux qui lisent la Bible. Non. Même lorsqu'on va dans le Coran ou d'autres livres de croyance, si on prépare un garçon à partager la vie avec son partenaire, il va pas avoir peur. Parce qu'en fait, la violence, ça provient de quoi? C'est la frustration de perdre l'avantage, l'autorité qu'on a, les privilèges que l'on a d'être à la tête. Tout simplement parce qu'il a peur, cette femme ici. Il y en a qui disent, comme elle gagne beaucoup, elle veut me mater. Alors que cette pauvre femme n'a rien fait du tout pour vous mater, mais c'est tout simplement que la crainte. Alors, comme j'ai dit, ça commence dans la famille. On doit préparer les filles et les garçons à être utiles pour eux-mêmes et pour leur société. Les garçons, ils doivent savoir que ma chambre doit être propre. Parce que sinon, il va à l'université, il ne sait pas prendre soin de soi-même. Comme résultat, il va faire quoi? Il va laisser 3-4 grossesses, mais après, il va n'épouser qu'une seule. Malheureusement. Et il y a des filles dont l'avenir est gâché comme ça.
Donc, c'est important de préparer de la même manière. Maintenant, quand on vient aussi dans le milieu public, il est important de vraiment promouvoir un environnement sain, que ce soit dans des écoles ou même dans le milieu du travail. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des femmes, même dans le milieu du travail, qui subissent les harcèlements moraux et sexuels dans les milieux du travail, mais qui ne savent pas comment s'y prendre. Elles pensent que si elles dénoncent, on va dire que c'est une mauvaise personne qui veut mettre le travail de l'autre en danger. Tout part de la préparation, tout part de la communication, tout part des relations qu'on a eues dès la maison jusqu'à dans l'espace public. Alors, Madame Annie, oui, que faut-il faire alors pour renforcer la participation de femmes dans les instances de décision? Moi, je pense qu'il est essentiel d'abord, on commence par vulgariser les textes de loi. Parce que c'est vrai, on dit, nul n'est censé ignorer la loi, encore que il faut avoir donné l'opportunité à tout le monde d'être à même de comprendre les lois en question. C'est voté en français, c'est publié au journal officiel, il faut avoir l'internet pour aller sur leganet.net pour télécharger une loi. C'est pas efficace ça. Il faut vulgariser les textes des lois, il faut les rendre accessibles. Traduisez les textes des lois en lingala. Vous savez qu'il y a encore des femmes qui pensent qu'aujourd'hui, pour travailler, il faut l'autorisation maritale. Il y a moins de 5 ans, j'ai dû aider une femme parce qu'une banque l'exigeait la lettre de son mari pour ouvrir un compte bancaire. C'est pas possible, ce n'est plus possible. Mais à cause de son ignorance, elle s'est soumise à une exigence qui est illégale. Donc il est essentiel. En même temps aussi, vous avez parlé des défis, j'ai oublié deux défis majeurs. Je parlais de l'impunité, de ceux qui ne respectent pas les lois, mais je vais aussi parler de la difficulté d'accès à la justice. L'accès à la justice dans ce pays reste un luxe qui est réservé à l'élite. C'est important parce que si on accède à la justice, ça peut être aussi bien pour un vol d'un canard que pour un harcèlement subi. Mais si les présumés coupables répondent de ces actes, ça va dissuader d'autres à ne pas emboîter le même pas. Il est essentiel. Alors, lié à ça, c'est aussi nous les femmes et les filles, nous devons nous informer, c'est important. Nous devons nous former, nous devons nous préparer à relever les défis parce que la société patriarcale ne fait pas des cadeaux. La société patriarcale nous met au défi. Une femme est obligée de démontrer ses compétences 4 fois plus qu'un homme. Vous allez voir que parfois un gouvernement sort ou alors on commence à... Qu'est-ce que cette femme-là a fait? Peu de personnes, y compris nous-mêmes les femmes, vont faire attention à ce qu'un homme a fait. Et vous allez voir que la faute d'une femme, ça va incomber à toutes les autres femmes qui vont essayer d'emboîter le même pas. Mais la faute d'un homme, c'est individuel. Et puis on va entrer dans les stéréotypes, on va dire basi batonga rambo kate, mais c'est pas possible. Basi balingala kate, qui a dit ça? Combien de rébellions nous avons? Plus de 100. Aucune femme n'est en train de combattre les présidents de la République. Ce sont ces homologues hommes qui ont des groupes armés qui combattent les hommes. Mais pourquoi nous on ne dit pas que les hommes ne s'aiment pas entre eux et qu'ils arrêtent de se battre? Parce que quand ils se battent, nous sommes violés. Qu'ils arrêtent de se battre parce que quand ils se battent, la guerre n'arrête pas. Un autre défi aussi, je vais revenir, c'est ça, c'est l'instabilité, l'insécurité. Dans les zones où il y a les conflits, je ne peux pas terminer cette émission sans parler de mes sœurs et de nos mamans qui sont dans les zones en conflit aujourd'hui. Les conflits armés font que les femmes et les filles qui sont là-bas ne savent pas jouir de leurs droits comme nous. Nous pouvons encore nous exprimer, mais ceux qui sont aujourd'hui dans les zones occupées par les rebelles et d'autres, même par des groupes armés étrangers, ne savent pas avoir cette liberté d'expression pour revendiquer leurs droits. Donc il est essentiel que la paix revienne, que l'impunité s'arrête, qu'on vulgarise les textes des lois, mais que nous-mêmes aussi nous puissions nous informer, nous former, être plus en coalition, en solidarité, mais
aussi et surtout avoir des modèles. C'est pas parce que je suis au-dessus de mes quarantaines d'années que j'ai pas besoin de modèles. J'ai besoin des modèles, c'est important parce que quand vous avez un modèle, ça vous inspire. Vous pouvez vous approcher pour apprendre et éviter les erreurs qu'ils ont fait et vous inspirer de leur victoire pour rester déterminé, persévérer dans votre parcours pour rechercher le meilleur de vous-même afin de contribuer au développement du pays. Comment entrevoyez-vous alors l'avenir de la femme congolaise? On va d'abord suivre Madame Karine Djoko, professeure de chimie de l'université de Lubumbashi, et on revient juste après. Je crois beaucoup en la femme congolaise. Je pense qu'elle est forte, extrêmement forte. Elle, vraiment, cela serait très important de prendre beaucoup plus de place encore, parce qu'elle a beaucoup à offrir à la société, et à sa famille et au pays, je pense. Parce que lorsqu'on voit nos femmes, nos mamans circuler toute la journée pour nourrir la famille, en vendant du pain, en vendant des avocats, c'est elles qui tiennent en fait l'économie, parce que c'est une économie informelle, mais c'est elles qui tiennent l'économie. Aujourd'hui, je vous parie que si ces mamans arrêtent de vendre du pain, le pays s'arrête. Il y a quand même eu des efforts qui ont été faits au niveau de la République démocratique du Congo, il faut le dire, mais il faut encore renforcer ces efforts, il faut les maintenir et les renforcer. Ce sont les mécanismes, c'est-à-dire appliquer les lois, rendre les femmes beaucoup plus fortes pour qu'elles puissent se défendre leurs droits, les quotas qui permettent d'avoir une participation plus grande dans les différentes sphères de décision, de participation politique, d'éducation, du social, et puis aussi l'économie. L'économie est un facteur important, l'autonomisation des femmes. Parce qu'une femme autonome, elle va aussi défendre ses droits. Elle va défendre son business. Elle va défendre son travail. Donc l'autonomie. Beaucoup de femmes restent dans des mariages toxiques, il faut le dire, toxiques pour elles, toxiques pour les enfants. Tout simplement parce qu'elles n'ont aucun moyen de survie économique. Donc elles sont dépendantes. Et cette dépendance fait qu'elles restent, mais en restant, elles dépérissent. Donc l'autonomie économique est extrêmement importante. Voilà, nous venons là de suivre la professeure Karine Djoko. Vous, à votre niveau, comment entrevoyez-vous alors l'avenir de la femme congolaise actuelle? Moi, j'ai l'espoir et la foi que l'avenir et même le présent de la femme congolaise est brillant. Pourquoi? J'ai parlé de notre cadre légal qui est très progressif. Alors, ce que je peux peut-être mettre en termes de recommandations, il est essentiel que ces cadres puissent être renforcés. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler du développement de la femme, de sa participation dans le développement du pays, sans parler de sa santé sexuelle et reproductive. Parce qu'une femme qui ne peut pas contrôler ses naissances, par exemple, n'a pas le temps d'investir dans l'apprentissage. On va parler de la compétence de la femme, alors qu'un bébé, ça peut prendre jusqu'à 5 ans, encore qu'on ait le moyen de prendre une femme de ménage qui va garder un enfant de 5 ans, sinon c'est 10 ans qui est parti. 2, 3 enfants, c'est 30 ans. Si vous avez commencé à le faire à 20 ans, du jour au lendemain, vous vous réveillez, vous avez 50 ans, les enfants, ou 40 ans, c'est là où les enfants sont indépendants. Vous aurez perdu un moment que vous auriez pu investir dans
le développement des compétences, le développement des carrières. Donc, il est essentiel qu'il y ait aussi cet investissement-là dans les cadres légaux pour harmoniser. Nous avons aujourd'hui le protocole de Maputo, la loi cadre sur la santé, mais qui est complètement en déphasage avec le code pénal de notre pays. Il est important qu'aussi bien que nous voulons célébrer la suppression de l'autorisation maritale dans le code du travail, par exemple, que nous puissions aussi en même temps nous réjouir du fait que nous pouvons décider sur notre corps, nous pouvons contrôler notre naissance. Il est essentiel. Je vais parler aussi de la volonté politique. Si plus de leaders politiques, hommes et femmes, j'insiste encore une fois, pouvaient avoir la même volonté politique de promouvoir la compétence féminine que les chefs de l'État actuels, je pense que nous allons très vite bondir dans la sous-représentation pour devenir parmi l'un des pays les plus puissants, pas potentiellement, mais vraiment effectivement du continent, parce que nous avons des mines et des mines, pas seulement des coltans, mais des compétences féminines qui n'attendent qui n'attendent que la reconnaissance, la valorisation et la capitalisation. C'est tout ce qui reste pour que ces femmes puissent bénéficier. L'autre chose que je peux soulever, c'est aussi vraiment la prise en compte des défis structurels. Vous voyez, on a parlé des femmes qui sont aujourd'hui dans l'informel, mais les femmes sont dans l'agriculture, les femmes sont dans la chaîne des valeurs. Mais si elles ne peuvent pas accéder au marché, si elles ne peuvent pas évacuer leurs produits agricoles, si elles n'ont pas l'énergie qu'il faut, ici je parle vraiment de l'eau et de l'électricité, ça va faire en sorte que ces potentiels qui pouvaient être un levier économique ne puissent pas évoluer. L'avenir reste brillant, mais vraiment, ça dépend pour beaucoup de l'investissement de tous, tant au niveau individuel, familial, sociétal que gouvernemental. Voilà, quel message pouvez-vous alors adresser aux jeunes filles, jeunes filles congolaises aujourd'hui pour terminer? Le message que j'ai pour les jeunes filles aujourd'hui pour terminer est que jeunes femmes et filles, croyez en votre potentiel. C'est important. Investissez dans votre éducation et votre compétence. Osez prendre des initiatives, c'est essentiel. Ne demandez pas, exigez l'égalité et la sécurité parce que vous en avez le droit. Recherchez les modèles positifs, je l'ai mentionné tantôt, et prenez des décisions. Commencez aujourd'hui là où vous êtes avec ce que vous avez, puisque vous avez déjà de droits et vous allez voir, faites les premiers pas, le reste viendra de soi. Voilà, madame, messieurs, nous avons terminé l'émission Devoir de mémoire de ce jour en rendant hommage au parcours de la femme congolaise. Nous ne nous racontons pas seulement le passé de la République démocratique du Congo, nous avons éclairé son présent et nous bâtissons son avenir, car là où la femme se tient debout, en tout cas, la nation tout entière avance. C'est pas ça, Madame Agnier? Vraiment ça, moi je vous remercie. Déjà, en parlant de modèle, je dois ici saisir l'opportunité pour saluer des femmes qui sont à la tête de notre télévision nationale. Madame Sylvie à la RTNC 1, nous avons Madame Josette ici. Moi, c'est une fierté de voir que les femmes peuvent aujourd'hui diriger les boîtes qui servent à véhiculer le message de la nation, de la capitale vers les provinces et les localités. Quoi de plus pour reconnaître la valeur ajoutée, la compétence et le leadership féminin? Voilà, c'est pratiquement terminé. Merci à toute l'équipe technique et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Au revoir.